Cet homme avait été enfermé dans un congélateur par son patron parce qu'il était noir. La vidéo de surveillance est devenue virale. Le monde a explosé. C'était la 3e semaine de travail de Jamal. Il venait de quitter Atlanta pour le Missouri, essayant de construire quelque chose de nouveau. Nouvelle ville, nouvelles opportunités. Il n'avait ni famille là-bas, ni vrais amis. Juste ses écouteurs, une vieille voiture et un appartement bon marché au-dessus d'une laverie qui sentait les chaussettes mouillées. Le travail n'avait rien d'exceptionnel. Un quart de nuit à l'entrepôt de surgelés du coin. Mais il était mieux payé qu'un livreur, et c'était un temps plein. C'était son patron, Carl, qui dirigeait l'entreprise. Un grand gaillard blanc, la cinquantaine avancée, le ventre qui dépassait de sa chemise trop serrée, le visage rouge, toujours en train de mâcher des graines de tournesol. Tout le monde l'appelait « Boss Carl », comme si c'était une marque d'honneur. Carl était bruyant, toujours à hurler pour des choses comme « ordre »,« discipline » et « on n'est pas à la garderie ». La plupart de l'équipe avait peur de lui. Jamal, non. Il s'en fichait. Il avait besoin d'argent, pas d'un nouveau papa. La première semaine fut calme. Jamal garda la tête basse. Il apprit les codes, la rotation des équipes, comment bien emballer les palettes. Il plaisanta même avec quelques collègues, comme Tina, une mère célibataire au regard perçant et à la bouche qui ne s'arrêtait pas, et Drew, un type maigre et nerveux qui sentait toujours la cigarette électronique et la sueur. Mais Carl le remarqua. « Tu te crois rapide, hein ?» dit Carl un jour en regardant Jamal empiler des cartons. « Je parie que tu as fait de l'athlétisme à l'école ou quelque chose comme ça. C'est ça? Une star de l'athlétisme ?» Jamal ne répondit pas. Il n'était pas là pour ça. Mais Carl continua. La 2e semaine, les blagues devinrent pires. « Je ferais mieux de mettre les ailes de poulet sous clé avant de les ramener à la maison, » dit Carl un soir en riant. Personne d'autre. Tina secoua la tête. Parfois, Carl envoyait Jamal au congélateur, même quand ce n'était pas nécessaire, juste pour vérifier quelque chose. « Faut s'habituer au froid, mon garçon, » disait-il. Le congélateur n'était pas une chambre froide ordinaire. C'était une unité industrielle, d'environ 6 mètres de large sur 5 mètres de profondeur, avec des murs en acier et une énorme serrure à l'extérieur. Il y avait un bouton d'urgence à l'intérieur, mais il était recouvert de rubans adhésifs. Carl disait que trop d'ouvriers l'avaient utilisé pour des bêtises. Jamal se dit qu'il fallait faire avec. Il avait vu pire. Il avait vécu pire. Il avait juste besoin de son salaire. Puis vint le jeudi. La nuit commença normalement. Jamal pointa à 20h02. Carl était au bureau en train de manger quelque chose de gras et regardait un journal télévisé trop fort. Jamal fit un signe de tête à Drew et commença sa tournée. Il inspecta les stocks, étiqueta les nouvelles livraisons et balaya les allées. Tina était en arrêt maladie. Ils n'étaient donc que tous les trois. Vers 22h20, Carl appela par l'interphone. « Jamal, congélateur. Section C, des cartons sont en désordre. » Jamal soupira. « Encore ?» Il revint sur ses pas, attrapa une lourde veste et entra. Le froid le frappa comme une claque. Il commença à cocher des cases, ne vit rien d'anormal. Il s'apprêtait à partir lorsque la lourde porte du congélateur claqua. Clac. Il se retourna vivement, frappa dessus. « Hé, yo, je suis encore là !» Silence. Puis la voix de Carl, étouffée mais claire. « Si tu veux faire le malin, tu peux te rafraîchir un peu. » Les poings de Jamal claquèrent sur l'acier. « Ouvre la porte !» Rien. Il vérifia le bouton d'urgence. Toujours scotché. Inutile. Son souffle embrumait l'air. Ses dents claquaient déjà. La veste était fine. Ses doigts s'engourdirent d'abord, puis ses genoux. Il hurla. Il donna des coups de pied. Il hurla tous les jurons qu'il connaissait. En vain. Aucun son ne revint. 30 minutes passèrent. Puis 1 heure. Il était assis sur une caisse, les bras croisés, les dents serrées, les yeux fermés, essayant de rester éveillé, essayant de rester en vie. Dehors, Carl rit. Il regardait la caméra en direct sur l'écran de son bureau comme dans une sitcom. Il monta même le son. « T'as encore du cran, hein ?» dit-il à personne. Drew l'entendit. Il avait balayé faisant semblant de ne rien remarquer. Mais maintenant, il ne pouvait plus l'oublier.
Il se dirigea vers le bureau. « Tu vas le laisser sortir ?» Karl lui lança un regard en coin. « Occupe-toi de tes affaires, fiston. Il est là depuis longtemps. Tu veux le rejoindre ?» Drew ne répondit pas. Il recula. Minuit sonna. Jamal était à l'intérieur depuis près de 2 heures. Ses lèvres étaient bleues. Son corps bougeait à peine. Il murmurait pour lui-même, répétant des choses comme « Continue de respirer, continue de respirer ». Il pensa à sa mère, à sa voix, à son rire, à sa façon de cuire les œufs avec trop de poivre. Dehors, quelque chose se brisa chez Drew. Il regarda autour de lui, attrapa son téléphone et le pointa vers l'écran. Il commença à enregistrer. Karl le vit. « Tu m'enregistres, mon garçon ?» Drew ne répondit pas. Il se retourna et courut. Karl le poursuivit, mais Drew était plus rapide. Ses jambes maigres s'agitaient comme un cerf paniqué. Il se glissa par la porte de derrière et entra dans le parking. Il monta dans sa voiture, verrouilla les portes et démarra. Il ne savait pas où aller, mais il savait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Pas encore. De retour au congélateur, Jamal finit par s'effondrer. Il n'avait plus froid, juste engourdi, juste fatigué. Puis il vit la porte s'ouvrir. C'était Karl. Debout là, avec une lampe torche et une tasse de café. « Tu en as assez ?» demanda-t-il, satisfait. Jamal ne pouvait pas parler. Il resta allongé là, les yeux mi-clos. Karl le tira comme un déchet, le déposa par terre. Il lui versa du café froid au visage pour le réveiller. « Lève-toi, je ne te porte pas. » Jamal toussa. Son corps trembla. « Si tu le dis à quelqu'un, je dirai que tu t'es endormi là-dedans. Tu me comprends ?» Jamal ne répondit pas. Il fixa le sol. « Tu me comprends ?» Karl leva sa botte comme s'il allait donner un coup de pied. Jamal hocha lentement la tête. « Bien. » Karl s'éloigna. Jamal resta allongé là quelques minutes, puis il rampa jusqu'au mur, s'en servit pour se relever et boita jusqu'à la salle de pause. Il ignorait que Drew avait déjà mis la vidéo en ligne. Il ignorait qu'au matin, la vidéo aurait plus d'1 million de vues. Il ignorait que les gens commentaient déjà, taguaient l'entreprise, taguaient la police. Il ignorait qu'Internet était en colère. Il ignorait que les secours arrivaient. Il savait juste qu'il avait survécu. Pour l'instant. Le soleil se leva sur le Missouri comme s'il se fichait de ce qui s'était passé la veille. Peu lui importait que Jamal ait passé 2 heures dans un congélateur. Peu lui importait que Karl soit assis sur sa chaise de bureau à rire comme si c'était une blague. Le monde continuait comme d'habitude, mais pas en ligne. À 7 heures du matin, la vidéo postée par Drew avait dépassé les 3 millions de vues. Le clip était court, 30 secondes seulement. On y voyait d'abord Karl à son bureau, regardant l'écran. L'écran montrait clairement Jamal à l'intérieur du congélateur, recroquevillé, immobile. Puis, le son se déclencha. « Si tu veux faire le malin, tu peux te calmer un peu. » Puis le silence. Puis Karl rit. La vidéo s'arrêta, mais c'était suffisant. Les commentaires affluèrent. « C'est une tentative de meurtre. Que ce raciste soit viré et arrêté. Où ça se passe? Laissez tomber le lieu. Même les animaux ne sont pas traités comme ça. » Quelqu'un trouva l'adresse de l'entrepôt. Un autre trouva le profil Facebook de Karl. Quelqu'un d'autre posta des captures d'écran de Google Maps montrant l'extérieur du bâtiment. À 8h10, les chaînes d'information locales couvraient l'incident. À 9h30, la police était arrivée. Karl était toujours au bureau. Il sirotait encore son café. Il se croyait encore maître des lieux. Lorsque le premier policier frappa à la porte, Karl leva les yeux au ciel. « Et maintenant ?»« Karl Madison ?» demanda le policier. « C'est moi. »« On doit vous poser des questions. »« Oui ? À propos de quoi ?» Mais Karl le savait déjà. Son estomac se serra en voyant le deuxième policier, puis le troisième. Puis un simple SUV noir s'arrêta et une femme en tailleur gris en sortit. Elle tenait une tablette. Elle lance la vidéo. Le visage de Karl devint rouge. « Ce n'est pas tout, » dit-il. Ils ne répondirent pas. Ils dirent simplement « Sortez !» Jamal ne savait même pas que la police était là. Il n'avait pas dormi. Après sa garde, il resta assis dans la salle de pause jusqu'au lever du soleil.
les jambes raides, les mains encore engourdies. Il rentra finalement chez lui vers 6h15. Le chauffage de sa voiture ne fonctionnait pas. Il devait s'asseoir sur ses mains au feu rouge, juste pour les sentir. De retour chez lui, il alla directement se coucher, emmitouflé dans toutes les couvertures qu'il possédait. Son téléphone vibrait sans arrêt. Il l'ignora. Il ignorait pour la vidéo. Il ignorait qu'Internet avait choisi son camp. Il voulait juste se reposer. Il était 10h37 lorsque Tina l'appela. Il ne répondit pas. Puis elle lui envoya un texto. « Yo, ça va? Ton visage est à la une. » Ça le fit se redresser. Il ouvrit Instagram, puis Twitter, puis YouTube. Son visage était partout, celui de Carl aussi. Et les commentaires, des centaines, des milliers, des gens qui disaient « Cet homme a besoin de justice », d'autres qui disaient « Je sais où est ce congélateur, on s'arrête ». Jamal ne savait pas comment réagir, il avait mal à la tête, son corps était encore douloureux, il n'avait rien demandé de tout ça. Il éteignit son téléphone et resta assis en silence. Pendant ce temps, Carl continuait de se disputer avec la police. « Tout ça est hors contexte », répétait-il sans cesse. Ce garçon était paresseux. Il se cachait dans le congélateur. Il joue les victimes maintenant, parce que vous les laissez faire. L'agente en avait assez entendu. « Monsieur, nous avons des preuves vidéo de vous enfermant sciemment quelqu'un dans un congélateur pendant plus d'1 heure. C'est une détention illégale. C'est une agression aggravée. Et selon les résultats médicaux, peut-être une tentative d'homicide involontaire. » Carl rit, mais son rire était faible. Je ne voulais rien dire. Je faisais juste de la discipline. Elle ne scia pas. « Retournez-vous, main dans le dos. » Le visage de Carl se décomposa. « Attendez, vous êtes sérieux ?» Les menottes claquèrent. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui ai construit cet endroit. »« Vous pouvez le dire au juge. » Les caméras tournaient déjà. Les journalistes lançaient des questions. Carl fut poussé à l'arrière d'une voiture de police. Internet explosa de nouveau. Les gens commencèrent à affluer à l'entrepôt. Certains avec des pancartes, d'autres avec des téléphones. Certains voulaient juste participer. Justice pour Jamal devint une tendance. Des militants locaux sont arrivés. Des avocats ont proposé une aide gratuite. Une campagne GoFundMe a été lancée et a permis de récolter plus de $20 000 en 6 heures. Jamal a dormi presque toute la soirée. Lorsqu'il s'est enfin réveillé vers 15 heures, il y avait des quarts de reportage devant son appartement. Il n'est pas sorti. Il n'a pas parlé. Il est resté assis par terre dans sa chambre, la tête entre les mains. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Drew. Jamal a décroché. « Yo !» a-t-il dit à voix basse. « Tu as vu tout ça ?» a demandé Drew. « Ouais. »« Qu'est-ce que tu as fait ?»« Je l'ai enregistré. »« Tu l'as posté ?»« Il le fallait. Tu allais mourir là-dedans. » Jamal ne savait pas quoi dire. Un silence s'est installé. Puis Drew a ajouté. « Ils l'ont arrêté. Carl, il est parti. » Jamal s'est levé. Il s'est dirigé vers sa fenêtre. Il a tiré le rideau. Des quarts de reportage. Des gens sur le trottoir. Quelqu'un tenant une affiche avec son visage dessus. « C'est dingue, » a-t-il murmuré. Drew dit « Tout ira bien, mec. On te soutient maintenant. » Je n'ai rien demandé de tout ça. Je sais. Mais c'est peut-être bien. Peut-être que maintenant quelque chose va changer. Jamal raccrocha. Il n'était pas en colère. Juste épuisé. Il n'avait pas mangé. Il ne s'était même pas douché. Mais son visage était sur Internet comme un symbole. Un titre. Un mouvement. Il n'était pas prêt pour ça. Ce soir-là, un avocat sonna à sa porte. Un grand homme noir en costume gris. Voix calme, main assurée. « Jamal Green ?» demanda-t-il. « Oui. Je suis Charles Layton. Je suis là pour vous aider. » Jamal cligna des yeux. « Comment m'as-tu trouvé ? Tu es partout dans les médias. Tu as besoin d'être représenté. Tu as une affaire. Je ne veux pas d'affaires. Je veux la paix. » Charles hocha la tête. « Tu auras les deux. Mais d'abord, on obtient justice. » Jamal ne répondit pas tout de suite.
Puis, il recula et laissa entrer l'homme. Ils parlèrent pendant des heures de ce qui s'était passé. Du congélateur, du ruban adhésif sur le bouton d'urgence, du passé de Karl, des autres employés. Charles avait déjà fait des recherches. Il y avait des plaintes passées, rien d'officiel, juste des murmures, des gens trop effrayés pour parler. Jusqu'à maintenant. À 23h17, Charles dit « On dépose demain, civil et pénal. Tu es prêt ?» Jamal le regarda. Son regard était plus clair maintenant. Sa respiration plus calme. « Ouais, je suis prêt. » Dehors, le monde continuait de tourner. Mais quelque chose avait changé. Karl était en cellule. Jamal avait une voix. Et Internet n'était pas encore terminé. Karl n'avait pas été libéré sous caution. La juge jeta un coup d'œil aux images, à la tempête sur les réseaux sociaux et à la pression nationale, et rendit sa décision en moins de 10 minutes. « Renvoi sans caution », dit-elle. « Ce n'est pas juste une agression, c'est une affaire de danger public. » Karl était assis en prison, arpentant la rue comme un lion en cage, pensant encore que c'était une blague qui avait dérapé. Il pensait que le système le protégerait. Il l'avait toujours fait. Il avait reçu des avertissements pour propos déplacés, ignoré les plaintes de travailleurs noirs, et même menacé une femme une fois, sans résultat. Mais cette fois, le monde entier avait les yeux rivés sur lui. L'accusation a agi rapidement. Elle a présenté 2 anciens employés, tous 2 noirs, racontant que Karl les avait enfermés dans le congélateur pour mesures disciplinaires ou blagues. L'une d'elles avait 17 ans à l'époque. Elle a pleuré à la barre. Elle a dit avoir démissionné après avoir saigné du nez à cause du froid. L'avocat, Charles Layton, avait tout préparé. Il avait des déclarations, des orodatages, la vidéo originale de Drew, intégrale et claire. Il avait des témoins experts sur l'exposition au froid. Il avait un dossier. Jamal ne parlait pas à la presse, pas au début. Il restait la plupart du temps chez lui. Il commandait à manger, répondait aux appels de Charles. Il parcourait sans fin les publications portant son nom et son visage. Parfois, il souriait aux personnes qui le soutenaient. D'autres fois, il avait envie de se cacher sous son lit. Il ne s'agissait plus seulement de Karl, il s'agissait de quelque chose de plus vaste. Les chaînes d'information ont commencé à diffuser des enquêtes approfondies. Comment le racisme se dissimule au travail. L'incident du congélateur et l'héritage des mesures disciplinaires Jim Crow. Le nom de Jamal est apparu à côté de Rosa Parks, George Floyd, Emmett Till. Cela l'a effrayé plus que Karl ne l'avait jamais fait. Charles lui a demandé gentiment « Tu es prêt à parler ?» Jamal a répondu « Je ne suis pas un héros, mec. » Charles a dit « Tu as survécu, ça suffit. » Alors Jamal a accepté une interview. Une seule. Il s'est assis devant une caméra avec une journaliste noire locale, quelqu'un en qui Charles avait confiance. Elle lui a d'abord posé des questions simples. D'où il venait, ce qui l'avait amené dans le Missouri, depuis combien de temps il travaillait à l'entrepôt. Puis elle a dit « À quoi pensais-tu quand cette porte s'est refermée ?» Jamal a pris une longue inspiration. « J'ai cru que j'allais mourir là-dedans, » a-t-il dit. « C'est tout. » C'était la seule pensée. Ni colère, ni douleur. Juste « C'est comme ça que je fais. » La vidéo a été vue plus de 6 millions de fois. D'autres dons ont afflué. Plus de 100 000 $ maintenant. On lui a proposé des emplois. On a écrit de la musique sur lui. Un enfant s'est même fait tatouer son visage sur la jambe. C'était surréaliste. Mais au-delà de tout ça, Jamal n'arrivait toujours pas à dormir correctement. Il tremblait encore sous la douche. Il détestait toujours le froid. Une nuit, alors qu'il sortait les poubelles derrière son immeuble, un camion frigorifique bruyant s'est arrêté dans la ruelle. Le bruit seul l'a fait lâcher le sac et s'accroupir derrière la benne, le cœur battant la chamade. Il n'arrivait plus à respirer. Il a appelé Charles ce soir-là. « J'ai besoin d'aide, » dit-il. Charles n'hésita pas. « On va te trouver un thérapeute, le meilleur. » Ça l'aida, lentement. Jamal commença à parler davantage. D'abord juste à son conseiller, puis dans une petite salle de classe d'une université locale, puis à un groupe religieux,
puis à une manifestation dans le centre-ville de Saint-Louis. Il raconta son histoire à sa manière. Pas de grands discours, pas de drame, juste des faits. Je n'ai pas demandé à être un symbole, leur dit-il. Mais puisque je suis là, je vais utiliser ce micro. Le procès de Karl commença 2 mois plus tard. Karl avait alors un avocat commis d'office. Ses finances se tarissaient. Sa famille cessa de lui rendre visite. Son ex-femme donna une interview où elle le qualifia de homme cruel qui s'est finalement fait prendre. La salle d'audience était bondée dès le premier jour. Des militants, des journalistes, des employés de l'entrepôt, même ceux qui étaient restés silencieux auparavant. Jamal entra vêtu d'un simple costume noir. Charles à ses côtés. Pas de sourire, juste une présence. Karl paraissait plus âgé maintenant. Pâle, petit, ses mains tremblaient. Il n'a pas regardé Jamal. Le procès a duré 6 jours. Premier jour, les déclarations liminaires. Charles a exposé la situation avec calme. Ce n'est pas seulement une question de cruauté, a-t-il déclaré. C'est une question de pouvoir. Un homme qui pensait pouvoir congeler un travailleur noir vivant et s'en tirer impunément. L'avocat de Karl a tenté d'argumenter qu'il s'agissait d'un malentendu au travail. Il a affirmé que Jamal était resté volontairement dans le congélateur et que Karl ne s'en était pas rendu compte. La vidéo de Drew a rendu ce mensonge impossible. Deuxième jour, les témoins. Tina a témoigné. Drew a témoigné. 2 anciens travailleurs ont témoigné. Un vieil homme blanc nommé Buck a même admis avoir vu Karl faire des choses similaires, mais a déclaré « À l'époque, on pensait juste que c'était de la fermeté ». Le silence est resté dans la salle d'audience. Troisième jour, l'expert médical. Elle a expliqué ce qui arrive au corps humain à des températures négatives. Jamal aurait pu faire un arrêt cardiaque. Sa température corporelle était dangereusement basse lorsqu'il est parti. Quatrième jour, Jamal a témoigné. Il était nerveux, ses mains transpiraient, mais sa voix était imperturbable. « Je ne voulais pas que ce soit une histoire de race », a-t-il dit. Mais il en a fait une. Chaque fois qu'il disait « mon gars », chaque fois qu'il plaisantait sur le poulet ou qu'il disait que j'allais trop vite pour une raison. C'était dans l'air. Tu le sens. Karl fixait le sol. 5e jour. Réquisitoire et plaidoirie. Charles termina par une phrase. S'il n'y avait pas eu de caméra, Jamal serait mort et Karl rirait encore. 6e jour. Verdict. Le jury a passé 5 heures à statuer. Coupable de tous les chefs d'accusation. Détention illégale. Agression aggravée. Violence raciste au travail. Karl a été condamné à 22 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Jamal ne sourit pas. Il ferma simplement les yeux et laissa échapper un long soupir tremblant. La salle d'audience éclata en applaudissements. Le juge ne les arrêta pas. Dehors, les journalistes affluèrent. Les gens applaudirent. Quelqu'un tendit un bouquet de fleurs à Jamal. Il n'en voulait pas. Il rentra chez lui. Il s'assit dans le noir, et pour la première fois depuis des semaines, il pleura. Ni de peur, ni de douleur, juste de soulagement. Ce soir-là, il publia une chose sur Instagram. La justice ne résout pas tout, mais c'est un début. Merci. Il se déconnecta. Il dormit 8 heures d'affilée. Dehors, le monde passait à autre chose. Mais dans le Missouri, dans un petit appartement au-dessus d'une laverie automatique, un homme nommé Jamal Green recommença à respirer. Et cette fois, ce n'était pas douloureux. 3 mois après le procès, Jamal se tenait devant une foule lors d'une réunion du conseil municipal, tenant un document qu'il n'avait pas prévu de lire. Il n'avait pas pris la parole en public depuis la condamnation. Il disait avoir besoin de temps. Il disait qu'il n'était ni un politicien ni un prédicateur. Mais lorsque la ville annonça la création d'un nouveau comité de sécurité au travail et le nomma conseiller honoraire, il ressentit le besoin d'être présent. Il regarda le public, des conseillers municipaux en costume, des magasiniers en uniforme, des étudiants avec des pancartes de protestation et des équipes de tournage toujours à l'affût. « Je ne suis pas là pour faire des discours pompeux, » dit-il. « Je suis juste là pour dire, j'ai eu de la chance. Heureusement que quelqu'un ait filmé ce qui m'est arrivé. Mais il y a des gens à qui c'est arrivé sans caméra, sans avocat, sans voix. Alors si ce forum existe, si vous êtes sérieux,
Alors assurez-vous qu'on détecte les choses avant qu'elles ne dégénèrent en procès. Il marqua une pause, puis ajouta « Assurez-vous que personne ne soit plus jamais enfermé dans un congélateur. » Il s'assit. Les gens se levèrent et applaudirent. Certains pleurèrent même. Après cela, le maire lui serra la main. Des gens demandèrent des photos. Il accepta. Puis il se glissa par une porte latérale et marcha seul dans les rues du centre-ville. Il faisait froid, mais pas le froid qui faisait mal. Il avait acheté de meilleurs manteaux maintenant. La collecte GoFundMe avait dépassé les 200 000 $. Jamal ne dépensa pas tout. Il acheta un SUV d'occasion, paya les frais médicaux de sa mère à Atlanta et envoya de l'argent à son cousin pour ses études. Il garda le reste sur ses économies. Il ne retourna pas à l'entrepôt. Il le fermerait de toute façon. Les propriétaires publièrent une déclaration accusant Karl, affirmant qu'il n'en avait aucune idée, malgré les multiples plaintes des RH déposées au fil des ans. Un recours collectif était en cours de constitution. Charles y contribuait également. Jamal ne voulait pas se venger. Il voulait juste le meilleur pour ceux qui viendraient après lui. Il commença à faire du bénévolat. Il intervint dans des lycées. Il aidait les travailleurs à dénoncer les abus. Il réalisa même une petite série de vidéos avec un syndicat des travailleurs. À but non lucratif, des clips courts et simples sur les droits des travailleurs et la conduite à tenir lorsque son patron dépasse les bornes. Il ne cherchait pas à devenir célèbre, mais on le reconnaissait désormais. Aux stations-service, dans les épiceries, aux feux rouges. « Hé, c'est toi ce type, non? Celui du congélateur ?» Il hochait la tête. Il leur serrait la main. Parfois, il prenait quelqu'un dans ses bras qui en avait besoin. Un jour, une mère l'a abordé devant une épicerie, tenant la main de sa fille. « Elle a écrit une dissertation sur toi, » dit-elle. « Elle t'a appelé son héroïne. » Jamal baissa les yeux vers la jeune fille, d'une dizaine d'années, qui tenait une feuille de papier avec sa photo imprimée en haut. Il ne savait pas quoi dire. Il se pencha, sourit et dit « Merci, ça compte plus que tu ne le penses. » Il s'éloigna les larmes aux yeux. Karl n'allait pas bien en prison. La nouvelle se répandit vite. Même à l'intérieur, il y avait des limites à ne pas franchir. Faire du mal aux femmes, aux enfants et aux personnes faibles en faisait partie. Il avait déjà été placé en détention préventive à 2 reprises. On avait trouvé des dessins racistes dans sa cellule. Il continuait à prétendre qu'il n'était pas intolérant, juste de la vieille école. Personne ne le croyait. Ses lettres à la presse furent ignorées. Ses demandes de révision de procès furent rejetées. Il essaya une fois de contacter Jamal. Il envoya un mot manuscrit par l'intermédiaire de son avocat. Il disait « J'ai été élevé d'une certaine manière. Je n'avais pas vraiment de mauvaises intentions. J'espère que vous trouverez le courage de me pardonner. » Jamal ne répondit jamais. Il n'en avait pas besoin. Le pardon n'était pas dû. Un après-midi, des mois plus tard, Drew frappa à la porte de Jamal. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis le procès. Leur vie avait été bien remplie, mais Jamal le laissa entrer sans hésiter. Drew avait meilleure mine, des vêtements propres, un peu plus d'assurance. « J'ai trouvé un nouveau travail, » dit-il. « Pas d'entrepôt, de la logistique, un meilleur salaire, pas de patron à la Karl. » Jamal sourit. « Tant mieux, mec. » Drew sortit quelque chose de sa poche. Une clé USB. « J'ai sauvegardé la vidéo originale. Je me suis dit que tu la voudrais peut-être. » Jamal la prit. « Je n'ai pas besoin de la regarder, » dit-il. « Mais je vais peut-être la sauvegarder, me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. » Drew s'assit sur le canapé. Il regarda autour de lui. « C'est drôle, » dit-il. « Tout ça dans un extrait de 30 secondes. » Jamal hocha la tête. Ça a tout changé. Ils restèrent assis en silence un moment, puis ils commandèrent des ailes de poulet et regardèrent un match de basket. Parfois, la guérison se résume à ça. Un canapé, de quoi manger, pas de patron qui hurle, pas de portes en acier, juste la paix. Une année passa. Jamal créa une petite association avec l'aide de Charles. Elle s'appelait Open Door. Il travaillait avec des lanceurs d'alerte, des travailleurs à bas salaire et des manutentionnaires dans tout l'État. Ils apprenaient aux gens à signaler les abus
à exiger des conditions de sécurité, à s'organiser. Ils n'étaient pas énormes, mais ils comptaient. Une femme les appela de l'Ohio. Elle disait que son patron l'avait giflé, que personne ne l'écouterait. Open Door lui trouva un avocat. Un autre homme déclara que son lieu de travail était couvert de moisissures noires et sans climatisation. Open Door envoya des inspecteurs. Ils gagnaient de petites batailles chaque semaine, des victoires discrètes dont personne ne parlait, mais Jamal les ressentait au plus profond de lui-même. Il gardait un dossier dans son bureau intitulé « Dossier du congélateur ». À l'intérieur, il y avait des lettres, des courriels, des notes manuscrites, de gens qui disaient « J'ai vu ce qui vous est arrivé, ça m'a donné le courage de parler ». Il les lisait les jours difficiles. Parfois, il pleurait. Pas de douleur, de fierté. Un matin, Jamal se tenait devant le vieil entrepôt. Il était désormais fermé. Fenêtre condamnée. Une clôture entourait la propriété. Quelqu'un avait peint une fresque à la bombe sur le mur. Elle représentait un homme noir, debout devant la porte en acier d'un congélateur, la tenant ouverte. Derrière lui, des silhouettes, d'autres travailleurs, d'autres visages, s'avançaient dans la lumière. En bas, il était écrit « Portes ouvertes pour le prochain ». Jamal ignorait qui l'avait peinte, mais il resta là un long moment. Puis il sortit son téléphone. Il prit une photo et s'éloigna. Le froid ne le dérangeait plus. Plus maintenant. Avertissement. Ceci est une œuvre de fiction inspirée de problèmes réels de racisme et de violence au travail. Toute similitude avec des événements, des personnes ou des entreprises réelles serait pure coïncidence. L'histoire aborde des thèmes dérangeants, notamment la discrimination raciale, la violence psychologique et la violence, qui peuvent être perturbants pour certains spectateurs. La discrétion est fortement recommandée. Ce contenu est destiné à sensibiliser et à susciter le débat, et non à inciter à la haine ou à la violence.